Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons une personnalité qui nous vient du Burkina Faso. Il dirige le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité, l'instance qui est chargée de poser des actes en vue de réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes. Monsieur Léandre Bassolé est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous dirigez l'instance chargée de réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes et promouvoir l'unité. Où est-ce que vous en êtes dans cette action-là? Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement de donner l'opportunité au Ashkroun de partager avec évidemment encore nos compatriotes, mais aussi avec tous ceux qui vous écoutent en dehors du Burkina Faso, ce que notre mission représente. Vous savez que le Ashkroun est la seule institution issue de la transition. Et sa mission, comme vous l'avez dit, est de créer les conditions nécessaires à la réconciliation nationale et au retour à la cohésion sociale. Voilà notre mission. Alors, la mission elle est noble, mais on se demande est-ce qu'on y arrivera? Ça fait quand même quelques années que vous êtes installé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos actions aujourd'hui sur le terrain? Aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est d'abord de voir le contenu de cette mission. Qu'est-ce que cela veut dire? Permettre ou contribuer à la réconciliation des Burkinabés avec eux-mêmes. Qu'est-ce que la cohésion sociale représente dans le contenu de cette mission qui nous est confiée? En fait, il est question, évidemment, sur un diagnostic qui a été posé et qu'aucun Burkinabé ne remet en cause. Et ce diagnostic était clair, c'est qu'au fil des années, notre cohésion sociale s'est distendue. Il y a eu des fissures dans nos relations. Il y a eu une gouvernance depuis 1960 jusqu'à 2015 qui a fait que les Burkinabés ne se parlent plus comme dans les temps anciens, qu'ils se regardent en chien de faïence, que la confiance entre les Burkinabés et les dirigeants n'est plus. Et donc pour nous, c'est d'abord que cet objectif qui a été fixé soit reconnu, c'est-à-dire le passif qui a entraîné toute cette rupture de confiance entre nous, que ce passif soit géré. Et pour qu'il le soit, il nous faut d'abord, que tous les Burkinabés le reconnaissent, l'assument et se mettent ensemble pour voir quelle est la contribution que chacun peut apporter sans faux calcul, mais en ayant à l'esprit le seul intérêt de notre population. Et c'est dans ce schéma-là que nous marchons. Il passe par la sensibilisation, partager avec toutes les composantes sociales ce que nous entendons par réconciliation, par cohésion sociale, faire en sorte que chacun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ait la même compréhension de la réconciliation et de la cohésion sociale, tel que le processus que nous menons l'indique. Et ce processus, bien sûr, c'est un processus qui est inclusif, c'est un processus qui est extrêmement difficile et qui ne se décrète pas. Mais quand on fait l'état des lieux de la situation, de ce pourquoi on s'en va aujourd'hui vers la réconciliation, on constate quand même dans le passif qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes de violence de toute cette forme, en termes de bafouement des droits de l'homme. On se demande, devant l'immensité de cette tâche, par quoi il faut commencer concrètement? Je pense que notre vision de cette mission est que, évidemment, si on nous a demandé de remonter dans les temps anciens, de remonter à 1960, c'est qu'il y a une raison. Les dossiers, ils sont en fait les violations des droits humains, les exactions, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Maintenant, notre approche, c'est quoi? Notre approche, c'est fonder le processus sur un cheminement qui puisse permettre justement de traiter tout ce passif-là avec efficacité, mais vraiment en toute humilité. C'est quoi? C'est d'abord faire en sorte que la justice, du moins la vérité soit établie. Parce que vous ne pouvez pas réconcilier sur une base dont vous ne connaissez pas en fait les fondements. Qu'est-ce qui a créé ces violations? Qu'est-ce qui a permis à ces violations de s'installer? Il faut d'abord que la vérité se manifeste. Il faut ensuite qu'il y ait justice. Il faut enfin qu'il y ait réparation. Et tout cela doit reposer aussi sur
la garantie de non-répétition. C'est-à-dire qu'au bout du processus, nous devons être à même de proposer des réformes qui permettent de fermer toutes ces fenêtres qui ont permis que de par le passé, il y ait pu avoir des personnalités, qu'elles soient politiques ou autres, qui aient violé justement les droits de l'homme, que ce soit en matière de violence, que ce soit en matière d'économie, etc., etc. Donc voilà. Mais vous avez dit tout à l'heure que, en vous confiant cette mission, on vous a demandé de remonter jusqu'en 1960, ce qui s'annonce fastidieux quand même. Parce que quand on regarde, pour ne pas être trop abstrait, on voit que les personnes directement concernées, soit sont déjà décédées, soit ont eu le temps d'oublier un certain nombre de choses, reparties. Pour exhumer tout cela, est-ce que cela ne relève pas beaucoup plus du traumatisme que de la réparation? Non, je ne pense pas que cela relève du traumatisme. Vous savez, nos sociétés ont vécu avant la colonisation sur des principes qui leur permettaient de faire face à des cas où il y avait dissension entre nous. Elles sont venues au temps de la colonisation encore. Nous avons maintenu un certain nombre de valeurs culturelles qui nous permettent d'adresser ce genre de questions. Que la personne soit décédée ou qu'elle soit vivante, il y a toujours la part qui peut être faite par ceux qui sont encore là. Il y a des témoins qui ont vécu ces situations et qui peuvent apporter leur contribution à la manifestation de la vérité. Le tout étant qu'il faut que nous ayons le courage d'aller, de nous asseoir et face à ceux que nous avons offensés, dire oui, je reconnais, mon frère, je t'ai offensé. Et puis comme ça, ensuite, la victime peut s'exprimer et c'est de cette façon que nous avons des chances d'aller à une réconciliation véritable, à une réconciliation pérenne. Alors parlons du mode opératoire maintenant. Vous commencez par quoi? Vous sensibilisez d'abord, vous auditionnez, vous dédommagez. Quelle est la chronologie des actions? Je pense que cela nous ramène à la vision. Cela, le tout. Je ne pense pas que nous hiérarchisons. Mais le plus important, à notre avis, c'est d'aller à la sensibilisation. Parce qu'il faut que nos compatriotes comprennent ce que nous voulons faire, ce que nous proposons de faire avec eux. Donc la sensibilisation, nous avons déjà parcouru un chemin très important. Nous avons eu des séminaires, aussi bien avec le gouvernement, qu'avec le Parlement, qu'avec les médias, qu'avec les organisations des victimes, de la société civile, etc., etc. Donc la sensibilisation étant là, elle va nous permettre justement de procéder tranquillement à la manifestation de la vérité, donc aux éditions et d'aller aux réparations. Mais pendant que vous œuvrez sur le terrain, on voit la justice aussi qui est en train d'œuvrer. Est-ce qu'il n'y a pas risque de collision parfois? Non, je ne pense pas qu'il y ait risque de collision. Je pense que la voie que nous avons choisie, par exemple la justice transitionnelle, qui s'est en fait manifestée dans d'autres pays à cas similaires. Cette justice transitionnelle, elle est telle qu'en réalité, elle n'exclut pas la justice classique. Je crois que les deux justices se complètent. Se complètent ou bien l'une prime sur l'autre? On a comme l'impression, parce que quand on va à la justice, c'est pour obtenir réparation. Est-ce que cette réparation-là ne suffit pas? Non, c'est pas dans les deux cas, il faut voir. Dans les deux cas, vous avez dans toutes les situations la manifestation de la vérité. Donc, voilà un point commun déjà. Un dossier qui est devant la justice classique, le HCOUN ne va pas intervenir, va laisser la justice classique faire son travail. Donc, on aura au moins la manifestation de la vérité. Puis vient la réparation, qui existe aussi du côté de la justice transitionnelle. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la justice classique, elle va juger, elle va condamner. La justice transitionnelle, après la manifestation de la vérité, elle cherche à faire en sorte qu'il y ait quand même une sorte de pardon qui n'est pas tout à fait la même chose dans le cas de la justice classique. C'est-à-dire, celui qui a fait le tort reconnaît son tort et celui qui est en face, il est prêt à faire le pardon. Ainsi, vous voyez que ceux qui ont offensé ne sont pas nécessairement exclus définitivement de la société. On leur donne encore une chance, sur la base de leur engagement volontaire, à revenir dans la société, à s'inscrire et à être de nouveaux citoyens. Au nombre des dossiers que vous avez
aborder, il y en a certains qui sont emblématiques. Je veux citer par exemple le dossier des 156 femmes déguerpies au marché de l'Egmalgo à Bobo-Dioulasso, celui des militaires et policiers radiés, le dossier des blessés de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Quel est le sort que vous avez réservé à chacun de ces dossiers? Quelle est l'évolution qu'on a connue dans chacun de ces dossiers? Je dois commencer par préciser que lorsqu'on traite les dossiers, dans la sensibilisation que nous faisons, il y a un point qui est très très important. Quand on arrive au niveau des réparations, il faut comprendre que la réparation n'est pas toujours, elle ne se traduit pas toujours en termes de monnaie sonnante et trébuchante. Monsieur Bassolé, avec votre permission, je vais vous laisser développer suffisamment ce côté-là dans quelques instants. Mais avant, si vous le voulez bien, on va marquer une pause, permettre aux téléspectateurs de souffler un tout petit peu. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on marque un arrêt, on vous retrouve dans quelques instants.